afternoon, everybody. Apologies for our slight delay in beginning the press conference today following this week's round of negotiations with the UK. Just before I start, I'd like to apologise again for the IT problems that we had during our midday technical briefing. All our spokespeople, press officers and assistants are all available, of course, if you have any non-Brexit related questions. So, without further ado, je passe la parole à Monsieur Barnier. Thanks, Dan. Brexit is a school of patience, and it still is. Merci, mesdames et messieurs, de votre attention et de votre patience aussi. Je suis très heureux de vous retrouver, même par l'intermédiaire de ces écrans interposés. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches ou vos équipes, dans des circonstances qui restent extrêmement graves et qui nécessitent évidemment, qui justifient la mobilisation prioritaire de toutes nos institutions européennes. C'est en particulier le cas de la Commission européenne sous l'autorité de notre présidente Ursula von der Leyen. Il y a 3 semaines, à l'issue de notre deuxième round de négociations pour bâtir le partenariat futur avec l'Union, avec le Royaume-Uni, je vous avais dit que notre objectif, du côté de l'Union européenne, était d'avancer en parallèle sur tous les sujets de la négociation, y compris sur les sujets les plus difficiles. Cette semaine, nous avons donc continué à travailler avec David Frost, que je remercie, avec les 2 équipes, qui sont 2 équipes très professionnelles, que je remercie également. Au total, ce sont près de 250 négociateurs et experts britanniques d'un côté et 250 négociateurs et experts de l'Union européenne, de la Commission, évidemment. Les discussions ont pu s'appuyer sur de nouvelles propositions de textes qui nous ont été envoyées par le Royaume-Uni et qui reprennent maintenant la plupart des sujets couverts par notre propre draft treaty, notre propre projet de texte qui a été publié, vous le savez, le 18 mars. Nous attendons toujours que le Royaume-Uni veuille partager publiquement ses propres textes. Je comprends qu'il veut le faire prochainement parce que nous pourrons travailler nous-mêmes avec plus de transparence encore et plus d'efficacité sur des textes que nous pouvons communiquer avec le Parlement et avec les États membres. Nos discussions cette semaine ont pu apporter des clarifications utiles sur plusieurs sujets, comme le commerce des biens, les transports, la participation du Royaume-Uni au futur programme de l'Union. Nous avons pu également amorcer un tout début de dialogue constructif sur un dossier difficile qui est celui de la pêche, même si nos positions, au moment où je vous parle, restent extrêmement divergentes. Cela dit, à l'exception de ces quelques ouvertures modestes, aucun progrès n'a été possible sur les autres sujets les plus difficiles. Le Royaume-Uni n'a pas engagé de vraies discussions sur la question du level playing field, quoi qu'il en dise, ce que j'appellerais ces règles de fair play économique et commercial dont nous étions convenus et dont nous sommes convenus avec Boris Johnson, le Premier ministre britannique, dans la déclaration politique qui est toujours un document d'actualité et d'avenir. Sur ce sujet, ce fut un round de divergence, sans aucun progrès. S'agissant de la gouvernance de notre future relation, les quelques discussions utiles que nous avons eues n'ont porté que sur des secteurs ou des questions sectorielles. Nous n'avons pas pu engager ni progresser sur le cadre de gouvernance unique que nous voulons pour construire avec ce grand pays voisin un partenariat proche, complet et garantir aussi l'efficacité et la mise en œuvre et la transparence dans sa mise en œuvre. Nous avons été aussi, puisque je veux être très clair et transparent avec vous, déçus par le manque d'ambition du Royaume-Uni dans d'autres domaines qui ne sont pas dans le centre de la négociation, mais qui sont importants et symboliques. Je parle par exemple de la lutte contre le blanchiment de l'argent
Je parle aussi du manque d'ambition sur les rôles respectifs du Parlement européen, du Parlement britannique, de la société civile dans la mise en œuvre de notre relation future. Je ne comprends pas pourquoi le Royaume-Uni refuse d'inclure dans notre accord des mécanismes de consultation de nos parlements britanniques et européens et de la société civile. C'est pourtant ce que nous prévoyons maintenant dans les accords d'association modernes de l'Union pour en assurer la plus grande légitimité démocratique, permettre aux parlementaires, aux ONG, aux partenaires sociaux de donner leur avis. C'est un point en particulier chez nous auquel le Conseil économique, environnemental et social de l'Union européenne est extrêmement attentif. Enfin, sur la coopération policière et judiciaire en matière pénale, bien que nous soyons très largement d'accord sur les objectifs, nous nous heurtons à des problèmes fondamentaux que nous devons résoudre pour mettre en place de manière opérationnelle de nouveaux instruments de coopération après le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Pourtant, le Royaume-Uni refuse de s'engager dans un accord avec nous sur des garanties de protection réciproque des droits fondamentaux et des libertés individuelles qui découlent de la Convention européenne des droits de l'homme. Pourtant, cela a été agréé dans la déclaration politique. Il insiste pour abaisser les standards actuels, déviés des mécanismes agréés de protection des données, au point même, dans l'une des tables de négociation, de demander que l'Union ignore ou laisse de côté son propre droit et la jurisprudence de la Cour de justice sur les données des dossiers passagers qu'on appelle le PNR, ce qui est évidemment impossible. La question de la réciprocité dans les échanges de données entre les autorités britanniques et les États membres est aussi importante. Le Parlement européen, d'ailleurs, a rappelé avant-hier clairement, dans une séance plénière et par un vote en séance plénière, et demandé que tout échange de données biométriques, c'est le programme Prüm dont je parle, avec le Royaume-Uni, soit un échange réciproque et accompagné de garanties très concrètes. Voilà, mesdames et messieurs, un compte-rendu lucide, sincère, et vous l'avez compris, décevant de ce round. Malgré cela, nous restons déterminés à continuer de travailler et à bâtir ce partenariat ambitieux avec le Royaume-Uni dans un temps disponible extrêmement court si le Royaume-Uni devait confirmer au mois de juin sa décision de ne pas demander d'extension de cette négociation. C'est une extension qui reste possible pour 1 an ou 2 d'un commun accord. Pour parvenir à bâtir ce partenariat, je voudrais saisir l'occasion de ce point presse pour revenir sur 3 points importants du mandat qui m'a été fixé et confirmé encore récemment par les 27 gouvernements de l'Union européenne et qui sont fortement soutenus par le Parlement, son président, M. Sassoli, mais aussi personnellement par les autres présidents des institutions, notre présidente Ursula von der Leyen pour la Commission européenne et Charles Michel, président du Conseil européen. Premier point, notre ambition reste et restera un accord de libre-échange sans aucun droit de douane, sans quota pour tous les biens. Zéro tarif, zéro quota for all goods. Il s'agit d'une première dans l'histoire, dans notre histoire des accords commerciaux de l'Union européenne. Bien sûr, le commerce entre nous ne pourra pas être aussi fluide qu'il l'est aujourd'hui au sein du marché unique et de l'union douanière, puisque les Britanniques ont voulu quitter le marché unique et l'union douanière, et chacun doit donc se préparer à des changements qui, en toute hypothèse, même si nous réussissons, comme je le souhaite, un accord de partenariat économique et commercial, il y aura des changements, en toute hypothèse, à la fin de la transition, c'est-à-dire le 1er janvier 2021. Mais notre proposition montre notre niveau d'ambition avec un grand pays voisin, réellement et complètement interconnecté à notre propre écosystème, puisqu'il en fait partie aujourd'hui, un ancien membre avec lequel il serait, de notre point de vue, réellement artificiel de faire du copier-coller, une sorte de best-of
de nos accords de libre-échange avec le Canada, un petit bout, avec la Corée, un autre bout, ou avec le Japon. Dans cette négociation, l'Union regarde vers l'avenir, pas vers les précédents du passé. Deuxième point, regarder vers le futur, c'est aussi se rendre compte que la politique commerciale n'est plus ce qu'elle était, qu'elle a évolué. Nous ne sommes plus dans les années 70, l'époque où les accords commerciaux avaient pour principale, parfois même pour unique, finalité de démanteler les barrières tarifaires. Cette époque-là est révolue. La politique commerciale européenne, sous l'impulsion de notre présidente, mais aussi de Phil Hogan, doit et peut servir le développement durable. Notre politique commerciale doit être au service d'une vision nouvelle, moderne, exigeante, liée aux grands changements climatiques, en particulier aux exigences de standards de protection sociale, de protection environnementale, et nous devons même veiller à augmenter ensemble dans nos accords de coopération avec les pays tiers ces standards pour l'intérêt général des citoyens et des consommateurs. Elle doit donc reposer, cette nouvelle politique commerciale, sur des conditions de concurrence équitables, notamment en matière d'aide d'État, de standards sociaux ou de fiscalité. Elle doit aussi contribuer à atteindre des objectifs communs. L'accord entre l'Union et le Royaume-Uni doit être, de notre point de vue, une force pour mieux protéger l'environnement et aider ensemble à la lutte contre le changement climatique. Nous observons d'ailleurs que le Royaume-Uni s'est fixé un objectif de neutralité carbone. Il nous dit aussi vouloir conserver des standards élevés en matière sociale ou environnementale, parfois même, nous dit-il, plus élevés que ceux de l'Union européenne. Tant mieux. Engager des négociations détaillées, se doter de garanties mutuelles, réciproques, concrètes, identifier des instruments appropriés, tout cela, si les intentions du Royaume-Uni sont ce que je viens de rappeler, ce qu'il nous dit, tout cela ne devrait donc pas être trop ou très difficile. Et pourtant, le Royaume-Uni refuse cette discussion. J'ai même entendu Michael Gove suggérer récemment et publiquement que le Royaume-Uni, pour éviter le level playing field, pourrait renoncer à l'objectif de zéro tarif et zéro quota. C'est une proposition qui reviendrait à remettre entre nous des tarifs et des quotas qui n'existent plus depuis des décennies, précisément parce que nous sommes ensemble dans le marché unique. Ce serait une forme d'anachronisme dont l'Union européenne ne veut pas, évidemment. En outre, une telle approche, celle proposée par M. Gove, exigerait une négociation détaillée, extrêmement sensible, sur chacune des lignes tarifaires. Et nous avons de l'expérience. Récemment avec le Japon ou avec le Canada, nous savons que cela dure des années. Une telle négociation ne serait donc possible qu'avec une extension de la transition. Est-ce bien cela que nous devons comprendre des positions de M. Gove? Est-ce que ce que M. Gove dit signifie que le Royaume-Uni, dans ce cas, demanderait une extension et une prolongation de la négociation? Mais surtout, il faut éviter un malentendu sur cette question. Même si nous devions éliminer simplement 98 ou 99% des tarifs et pas 100%, comme nous le proposons, l'Union européenne exigera, dans le cadre d'un partenariat moderne, je le dis une deuxième fois, nous exigerons les mêmes garanties fortes de level playing field parce que ça fait partie précisément de nos exigences, de nos engagements pour faire face aux défis de l'avenir, pour protéger certains biens communs, pour protéger les consommateurs, et puis parce que nous n'allons pas marchander nos valeurs européennes au bénéfice de l'économie britannique. Le fair play économique et commercial n'est pas à vendre. Open and fair competition is not a nice to have, it is a must have. La position très ferme des États membres de l'Union européenne est que, je le redis, sans un cadre clair et efficace de level playing field, sans un accord équilibré sur la pêche,
il ne pourra pas y avoir d'accord sur notre partenariat économique et commercial. Et naturellement, certains domaines de notre future relation exigeront aussi des conditions de concurrence équitables spécifiques. Par exemple, un accord sur le transport routier exige de se mettre d'accord sur les conditions de travail des chauffeurs routiers, y compris leur temps de conduite et leur temps de repos, et comprendre aussi des garanties sur les entreprises qui les emploient. Troisième point, nous voulons un partenariat très large, ambitieux, qui aille bien au-delà du commerce des biens et des services. Pour cela, nous devons absolument trouver maintenant des solutions communes, je le redis, sur tous les sujets en parallèle, et j'insiste, en parallèle. Mesdames et messieurs, pourquoi devrions-nous donner des conditions favorables à certaines professions britanniques pour travailler dans notre marché, alors que nos pêcheurs européens, eux, seraient exclus des eaux britanniques et risqueraient de perdre leur travail? Pourquoi devrions-nous aider les entreprises britanniques à fournir leurs services chez nous, alors que nous n'aurions aucune garantie que nos entreprises sont traitées au Royaume-Uni précisément avec fair play? Pourquoi serions-nous, en dehors du partenariat économique, ambitieux en matière d'extradition ou d'échange de données personnelles si nous n'avons pas d'engagement clair sur la protection des droits fondamentaux des citoyens européens concernés? Et enfin, comment pourrions-nous garantir la cohérence de notre futur partenariat sur l'ensemble des sujets importants sans un cadre institutionnel unique? Nous en avons besoin pour permettre au Royaume-Uni et à l'Union de mettre en œuvre conjointement l'ensemble de leurs engagements. Souvent, le Royaume-Uni fait référence aux précédents en matière de commerce. Et nous savons, je redis, que dans le cadre global du modèle des FTA, pour nous, et c'est la vérité, chacun de ces accords est différent des autres. L'accord que nous avons signé dans le cadre de ce modèle avec le Canada n'est pas précisément exactement le même que celui que nous avons avec la Corée du Sud ou avec le Japon. Le Royaume-Uni fait référence à ses précédents à chacune de nos réunions. Il nous dit qu'il se contenterait d'un accord de type Canada. Mais, en même temps, et c'est un vrai paradoxe de cette négociation, il nous demande beaucoup plus que le modèle Canada. Il cherche même à obtenir les bénéfices d'un État membre du marché unique, d'un État membre de l'Union commerciale, sans les obligations. Je pense par exemple à la volonté du Royaume-Uni de maintenir pour leurs prestataires de services une liberté quasi complète de circulation pour les séjours de courte durée, à leur volonté d'obtenir des mécanismes d'interconnexion en matière d'électricité équivalents au marché intérieur, ce qu'ils appellent des existing arrangements, de continuer à assimiler les auditeurs britanniques aux auditeurs européens en matière de contrôle des cabinets d'audit, de maintenir un système de reconnaissance des qualifications professionnelles aussi complet, aussi étendu que celui que nous avons dans le marché unique, et de pouvoir codécider, qui est une autre revendication britannique, bien au-delà du modèle Canada, de pouvoir codécider avec l'Union pour les décisions qui sont liées à l'attribution ou au retrait des équivalences en matière de services financiers. Mesdames et messieurs, nous négocions ici un accord avec un pays tiers qui est devenu tiers par sa propre volonté. Il ne s'agira pas de faire du pick and choose des aspects les plus attractifs du marché unique sans respecter les conditions qui sont celles des pays qui sont dans le marché unique, qui inclut un pays comme la Norvège. Il me semble qu'il y a encore aujourd'hui, pour tout vous dire, une réelle incompréhension sur les conséquences objectives, parfois mécaniques, du choix britannique de quitter le marché unique et l'union douanière. Et pour progresser dans cette négociation, si c'est toujours l'intention du Royaume-Uni
d'obtenir un accord avec l'Union européenne, alors il faut que le Royaume-Uni soit plus réaliste, qu'il dépasse cette incompréhension et sans doute qu'il change de stratégie. You cannot have the best of both worlds. Ladies and gentlemen, in parallel to these negotiations, both the UK and the EU have a legal commitment to implement the withdrawal agreement. Here, citizens' rights are a priority for both sides and since the very beginning. The UK tells us it has some concerns about the treatment of British nationals in the EU. We have yesterday received a letter from Michael Gove. I want to tell you that the Commission is very, very attentive to this issue, and we have just published guidelines to support all 27 member states to live up to their commitments of the withdrawal agreement. But at the same time, we will also be watching closely to make sure that EU citizens residing in the UK do not face unfair treatment or any kind of discrimination. And the European Parliament is particularly attentive to this. Similarly, we have both committed to correctly implement the protocol on Ireland and Northern Ireland. The UK has not yet laid out its approach for fulfilling its obligation under the protocol. I would like to recall that the solution we agreed with the UK ensures continued peace and stability on the island of Ireland and uphold the Good Friday Belfast Agreement in all its dimensions. That the agreement preserves the EU single market by ensuring all the necessary checks and control from goods entering Northern Ireland from Great Britain or any elsewhere. So all those who pursue these objectives must now also correctly implement the protocol. The system needs to be fully operational on the 1st of January next year. This is a stable and lasting solution, subject to a process of ensuring democratic consent from the majority of the elected representatives of Northern Ireland's Legislative Assembly. I explained all of this very clearly and very transparently during my last visit to Belfast last January. So, together with Maros Sefcovic, our Vice President, who co-chairs the Joint Committee with Michael Gove for the UK, we are awaiting with confidence, but also with vigilance, the approach that will be taken by the UK's authorities. Ladies and gentlemen, to conclude, the agreement we are negotiating will structure our relationship for years to come, decades then, even. The EU wants a modern, unprecedented, forward-looking agreement, not a narrow one rooted in past precedents and sliced up sector by sector. Our future partnership will be shaped by the choices we make this year together. The EU will not act in haste on such an important matter. Our negotiation mandate was not written in haste. It is a reflection of 3 years of work, starting as early as in April 2017, with the first guidelines adopted by the European Council and the first resolution adopted by the Parliament. The next round must bring new dynamism in order to avoid a stalemate between us. Let us make a success of round 4 in the first week of June by making the tangible progress we need across the board at last. Until the very end,
until the very end, the EU and I will remain calm, firm on our principles and respectful. Thank you very much.